Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 29e émission du Bistrot d'Allez LOSC, l'émission des supporters du LOSC, proposée par le site Allez LOSC et les Dogs du Net. Cette semaine, nous avons un invité de marque, qui est déjà venu, d'ailleurs ça devient presque un pilier de l'émission, c'est Adrien Bray. Adrien Bray, journaliste à France Bleu Nord, qui présente l'émission 100% Ch'ti tous les soirs du mardi au vendredi de 19h à 20h. Bonsoir Adrien. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Ils étaient moins nombreux que dans beaucoup de clubs. Il y a des clubs qui avaient des joueurs internationaux africains qui ne sont pas partis ou qui sont revenus un peu plus tôt. Il y a des clubs, vous l'avez vu avec Paris également, je pense, il y a 2 internationaux italiens qui sont revenus à Paris plus tôt que prévu pour se reposer ou être avec le groupe. Donc Lille est plus impacté que beaucoup d'équipes, mais après, c'est le calendrier international qui a changé selon moi directement. Donc après, que ce soit Lille ou d'autres équipes, le calendrier est infernal et surtout insensé. Moi, je pense que c'est aussi un petit peu la rançon de la gloire. Quand on faisait référence au groupe qui était derrière moi, j'ai quand même vécu avec un LOSC où pendant 30 ans, on n'a pas eu d'internationaux en équipe de France, où on se plaignait de ne pas en avoir. Donc, surtout dans le cas Maignan, je pense qu'on sait pertinemment que même si c'est pas l'homme du présent pour cette équipe de France, Maignan est promis un bel avenir en équipe de France. Aujourd'hui, la seule attente, c'est que les 2 trentenaires qui sont devant lui, enfin le trentenaire qui est devant lui, parce que tient sa révérence, et puis je pense qu'à partir de là, on se posera plus la question de savoir s'il y va pour rien, quoi. Un joueur qui a crevé l'écran sur son premier match, Adrien, c'est Burak Yılmaz. On a vu qu'il était revenu dans les derniers matchs au LOSC dans plutôt de bonnes conditions physiques, même s'il n'a pas eu beaucoup de réussite contre Paris Saint-Germain en Coupe de France. Là, visiblement, il reprend du poil de la bête. Écoute, moi, on m'a dit qu'il ne pouvait pas enchaîner les matchs. Je crois qu'il en a 4 d'affilée avec des rythmes tous les 3 jours. Donc, il y a un moment, encore une fois, je ne comprends pas la logique avec les sélections. Il n'y a pas d'accord avec la sélection turque pour dire vous ne le faites jouer qu'un match en tant que titulaire et puis à la rigueur, après, vous nous le laissez revenir quelques jours plus tôt. Ou là, il va encore enchaîner, coup d'envoi dans quelques minutes, il va encore enchaîner un match international aujourd'hui, le 3e en une semaine. La dernière fois qu'il a fait ça, il s'est blessé, on l'a perdu pendant 3 mois. C'est ingérable actuellement. Alors c'est valable pour la Turquie, c'est valable pour les Français, c'est valable pour toutes ces nations comme ça. 3 matchs d'affilée en plein milieu d'une saison qui est compliquée, où il y a eu très très peu de préparation au final. Une saison longue. Alors après, l'absence, tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant pour nos joueurs qui sont la plupart du temps remplaçants? Bon, Maignan, je pense que de toute façon, le jour où il sera titulaire, il sera plus à Lille, carrément. Vu sa carrière actuellement, comment ça part, on parle tellement de lui. Et pour les autres, peut-être que justement, le fait d'être peut-être un petit peu en retrait, pas forcément sous pression avec le club, peut-être que justement cette petite coupure va permettre de se régénérer, parce que je pense que l'équipe, c'est pas seulement physique, je pense que la tête a besoin aussi peut-être d'une petite coupure. Alors voilà, peut-être que d'avoir des matchs comme ça où ils sont un petit peu plus en retrait, pas forcément titulaires, à subir une grosse pression, va peut-être leur faire du bien, je sais pas. J'ai essayé de faire une réponse aussi longue que ta question. Tu y es presque arrivé. Il peut avoir des conséquences quand même assez désastreuses. Baptiste, tout à l'heure, tu évoquais le cas de Selic qui apparemment aurait été touché par le Covid. Par rapport à ce que disent les médecins, donc il doit rattraper au domaine de Luchin normalement, puisqu'avec la période d'incubation, etc., il doit rattraper au domaine de Luchin qui, on sait, est très infecté par le Covid, puisque le centre de formation a dû fermer. On posera la question bien sûr à Christophe Galtier. Je pense que j'irai à la conférence de presse vendredi, donc je lui poserai la question, mais je suis surpris qu'il l'ait eu au domaine de Luchin, parce que depuis le temps que c'était fermé pour les jeunes. Enfin, quand ils disent Luchin, est-ce que c'est pas sur la métropole lilloise, quoi? Je connais pas. Non, enfin, je veux dire, c'est pas nécessairement. En fait, il a attrapé avant d'aller en sélection. Ouais, ça peut être n'importe où ailleurs, quoi. Je vais dire que pour le podium, je me suis jamais trop inquiété. Alors, en effet, la défaite face à Nîmes, elle remet un peu tout en question, même si je pense que Lille ne finira pas 4e, donc il y aura la place en Ligue des Champions. Après, si vous mettez les attentes au niveau du titre, en ce moment, ça paraît plus compliqué d'y croire, surtout que, en plus de voir un Lille en difficulté ces dernières semaines, on voit surtout que le PSG est vraiment en train de choisir ses matchs
Et c'est pour ça que moi, je ne voulais pas d'un Lille-PSG en Coupe de France avant le match de championnat, parce que j'espérais que Paris rentre sur le terrain en Ligue 1 avec une espèce de confiance à l'extrême et qui se fasse surprendre par des Lillois assez cliniques. Pour moi, le match de Nîmes remet quand même beaucoup de choses en question. Monaco revient à 4 points et Monaco est en trombe en ce moment. D'ailleurs, je me demande s'il ne faut pas plus redouter Monaco que Lyon dans la course au podium. Et par contre, Paris, oui, il y a eu le match de Lyon, mais Paris, c'est aussi le match de Nantes, c'est aussi les Gadins à Lorient. C'est une équipe, alors comme dit, elle choisit ses matchs, pas obligé que 3 jours après Lille, 3-4 jours, ils vont affronter le Bayern. Je sais pas, sincèrement, je pense que là, le pronostic est extrêmement compliqué. Je les vois vraiment pas au niveau depuis fin décembre pour disputer quoi que ce soit avec Paris cette année. Ça va vraiment être trop compliqué. Il y a un niveau d'écart, comme on l'a vu en Coupe de France, comme le disait Adrien. Avoir la tête au Bayern, j'y crois pas non plus. Je crois qu'ils ont suffisamment d'avance, que ce soit physique, technique, sur le LOSC cette année encore pour pouvoir gérer. C'est un club normal, un gros club normal, type Bayern, il n'y a pas de suspense. Là, on parle quand même du Paris Saint-Germain, quoi. Un club où on sait qu'à tout moment, Neymar peut leur claquer dans les doigts, Mbappé peut faire un caprice. On est quand même sur un club qui a l'habitude quand même de se rater sur... Mais là, ils sont revenus sans Neymar, en fait. Oui, mais c'est même d'ailleurs... était pas là. Avec nous, leur force, c'est justement peut-être lors du match aller. Le 3-0, il est plus anecdotique pour mon groupe, mais le match aller, justement, je crois que la force du PSG au match aller contre nous, c'est d'avoir joué et sans Neymar et sans Mbappé, parce qu'ils défendaient à 10, ils défendaient à 11, ils attaquaient à 10. D'ailleurs, c'est au moment où Mbappé est rentré qu'on est devenu dangereux. C'est là que Yilmaz a la balle de hold-up, j'ai envie de dire que Kimpembe lui arrache des pieds, quoi. Je disais la dernière fois qu'on a été pessimiste, c'est bien, on a gagné, donc continuons ainsi, et c'est parfait. On a perdu notre petit matelas qu'on avait depuis un petit bout de temps en perdant contre Nîmes. Là, tous les compteurs sont revenus à 0 quasiment, parce que là on se retrouve à égalité avec le PSG, et à Lyon et Monaco qui reviennent, surtout Monaco qui revient très très fort. Moi je suis comme Georges, j'ai très très peur de Monaco. Ce match-là, samedi prochain, ce sera peut-être pas une finale, mais presque pour la première place. Si on fait nul, ce sera très bien. Si on le gagne, ce sera encore mieux. Si on le perd, je pense qu'on verra plus le PSG. Il en comptable est compliqué. Si on perd, on a le risque de voir Monaco revenir à 1 point, Lyon revenir à égalité. Donc, après, je veux dire, on aura quand même franchi l'obstacle de Paris. Pour ce qui est de la lutte dans le podium, ce sera fait. Mais donc, j'ai envie de dire, surtout après le match de Nîmes, je pense qu'à Paris, il faudra y aller pour se rassurer. Tout le monde est là à Paris. Ça tourne bien et ils peuvent jouer les 2 matchs sans aucun problème. Donc je pense qu'ils vont plutôt se reposer sur le match d'après où ils jouent Strasbourg. Et là, ils pourront faire tourner leur effectif. Mais là, ils vont aligner leurs meilleures équipes face à Lille et face au Bayern. Ça ne posera pas de souci. Mais comme le disait Georges, il faut retrouver aussi les clés, il faut retrouver de la confiance, il faut retrouver le mécanisme qui a fonctionné en première partie de saison, qui là en ce moment ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous faites un entonnoir dans l'axe de la défense adverse, il n'y a plus personne qui écarte parce que Reinildo, il ne peut pas non plus éliminer 3 joueurs quand il prend son couloir. Selic a tendance à le prendre un peu trop, mais ses centres n'arrivent pas au bout. Donc je trouve que c'est plus retrouver ces clés-là. En fait, on est rentré dans un jeu très stéréotypé. Et en fait, plus personne n'arrive à surprendre. Alors, je ne sais pas si c'est de la fraîcheur physique ou de la fraîcheur mentale qui manque aux Lillois sur les derniers matchs, mais je trouve que c'est plutôt à ce niveau-là où il faut retrouver quelque chose plutôt que de compter sur un mauvais Paris Saint-Germain, en fait. Parce que Paris, on peut pas savoir avant s'ils vont jouer à leur vrai niveau et ils explosent toutes les équipes françaises, ou est-ce qu'ils vont jouer comme depuis le début de saison. Début de saison, on a vu des moments dans certains matchs où on avait juste Benjamin André qui revenait avec les 2 centraux et les 2 latéraux montaient beaucoup plus. On ne le voit plus. Il n'y a plus un seul milieu de terrain qui revient aux côtés de Botman et José Fonte. Et ça pourrait être sympa d'avoir la patte de Benjamin André pour ouvrir un peu sur les côtés. Ça, on ne le voit plus. Mais bon, après, je pense que le 4-4-2 est adapté à l'effectif surtout. Plutôt que de s'adapter aux adversaires, on s'adapte à ce qu'on a nous. Je pense que le 4-4-2 actuel, c'est la bonne formule.
mais qu'il faut que chacun se trouve bien, en fait, que ce soit Jonathan Iconé, qui est une fois attaquant, une fois ailier droit, que ce soit milieu de terrain, où on ne sait plus qui doit faire la différence, et Renato, qui revient toujours 20 mètres trop bas pour récupérer des ballons alors qu'il n'en fait rien. Je trouve qu'il y a un positionnement qui est maladroit ces derniers temps, mais je pense que le 4-4-2 actuel dans ce format-là, il est toujours la bonne solution pour les Lillois. Changer le schéma, j'y crois absolument pas. Je pense pas que ce soit dans l'état d'esprit de Galtier, et surtout avec un effectif où, comme on disait tout à l'heure, il va travailler quoi là sur un schéma avec quel joueur? Il n'en a pas sous la main de toute façon. Ils vont rentrer tous quelques heures avant le match, parce que c'est quelques heures au final. J'y crois pas du tout. Non. Changer là, il l'a pas fait contre les derniers matchs. Enfin voilà, contre Nîmes. Pourquoi il le ferait contre Paris? Si tu fais descendre Sanchez, il va finir derrière les buts. Donc ça, c'est inquiétant aussi. Enfin voilà, il y a le périph' juste à côté. Il faut faire gaffe. Donc voilà, moi j'aimerais bien quand même avoir un milieu de terrain costaud, et puis le fait d'avoir Diallo sur la droite, ne m'embêterait pas. De toute façon, on ne centre plus depuis 6 mois, donc que ce soit Selic ou Diallo, c'est pas ça qui va nous faire marquer sur les centres. De toute façon, on n'en a pas vu depuis tellement longtemps. Moi, j'avais une première idée qui était de tester l'équipe qu'on avait mis face au Gazélec pour tenter le théorème de Julien sur la saison 2021-2022. Je pense qu'il faut repartir avec ce qui ressemble le plus possible à notre équipe type, avec beaucoup de questions, parce que je crois que c'est Adrien qui évoquait les joueurs qui forcément une vraie baisse de régime. Moi, il y a un joueur vraiment qui m'inquiète depuis un moment, c'est Bamba. Je pense que Bamba, ça fait 2 mois que j'ai l'impression que je ne vois plus éliminer personne, comme il y avait une aisance funambulesque en première moitié de saison. Là, Bamba, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je reviens sur l'idée qu'il nous faut un grand Sanchez. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il a donné avec la sélection, puisque je boycotte les éliminatoires de la Coupe du Monde, comme je boycotterais cette Coupe du Monde, mais j'espère qu'on va le récupérer à son meilleur niveau, quoi. Moi, je compterais sur une attaque Jonathan David, Burak Yilmaz devant, parce que David, je pense qu'on ne peut pas s'en passer par contre. Il a eu le temps de se reposer quelques jours avant de revenir à Luchin. Il n'a pas joué en sélection. Je pense que vu le poids qu'il fait peser sur les défenses, quand on sait qu'Ipembe, de temps en temps, il se permet de se lancer une petite folie, je pense qu'il faut garder Jonathan David devant pour justement forcer la défense à être soit très très attentive, soit faire des erreurs. Et je le disais dans une excellente émission de radio la semaine dernière, ce qui est important, surtout, c'est de ne pas avoir de regrets à la fin, notamment de ce match-là. C'est qu'il faut le jouer à fond, avec effectivement un groupe qui va être forcément réalisé par Christophe Galtier en faisant l'audit des retours des internationaux, de forme des uns, de la récupération des autres. Il a certainement déjà son plan de jeu, déjà son idée, mais qui sera forcément complété par le retour des internationaux. Et on peut espérer quand même que sur certains joueurs qui étaient en difficulté, qu'on voyait en retrait par rapport en fin d'année, on parlait de Joe Bamba, on parlait de Jonathan David, qui, Adrien d'ailleurs, n'est pas un aussi gros poids qu'on veut bien le dire, parce qu'il a quand même beaucoup maigri par rapport au début de saison. Oui. Je laisse la blague à Baptiste, qui me l'a soufflé dans mon oreille. Donc on a beaucoup de joueurs qui étaient un peu en recherche d'un second souffle. Je pense également à Benjamin André, qui était aussi un peu en difficulté par moment. Et c'est vrai que cette trêve leur fera peut-être du bien, et ça permettra peut-être de revenir et de retrouver de l'allant qui leur permettront peut-être d'accrocher le Paris Saint-Germain, ou en tout cas de continuer à croire jusqu'au bout à un titre, un podium, ou en tout cas une qualification en Ligue des Champions. En cas de victoire face à Paris, Lille redeviendra mon favori pour le titre. Je pense que les 2 premières places, elles sont pour Paris et pour Lille. Et je pense que Lyon, mais je le pense et depuis des semaines et des semaines, que Lyon peut perdre des points contre n'importe qui très facilement. Et je pense que Lyon peut facilement sauter du podium sans que ce soit problématique. Plutôt confiant pour la place de deuxième, oui. Monaco, je crois que ça ferait vraiment un beau podium. Paris, Lille, Monaco. Avec, on n'en a pas parlé du tout pour l'instant, mais je pense qu'il y a un élément qui peut être important au-delà du calendrier. C'est un problème contractuel que peut avoir Lyon avec son coach.
Ils vont entrer dans des phases peut-être déjà de négociation avec d'autres. Ils vont peut-être pas garder Garcia, on en parle beaucoup actuellement. Ils vont peut-être appeler un Galtier. Peut-être, voilà, et se déstabiliser un petit peu comme ça. Est-ce qu'il va aller dans ce club? J'en suis pas certain non plus. Est-ce qu'il a envie d'aller à Lyon? Travailler avec le président lyonnais, ça doit pas être simple. Et on sait que souvent, avec Garcia, ça finit souvent en dos de boudin quand on arrive en fin de contrat comme ça. Et je pense que ça peut être un élément important qui peut se déstabiliser l'équipe. Pour en revenir à la rumeur de Galtier qu'on évoquait à demi-mot là, à l'instant, je souligne quand même celle qu'on a vue cet après-midi d'un journaliste. Alors, Baptiste, tu me rappelles le nom du journaliste? C'est Dominique Sévrac. Voilà, qui dans un article réussit à dire en même temps qu'il avait des informations comme quoi Galtier allait signer à Lyon, mais qu'il allait peut-être signer à Lille. Donc je pense que dans ces conditions, il vaut mieux pas faire d'article. Hein. Galtier, il a toujours pas, il nous le dit et il nous le répète très souvent, il n'a toujours pas commencé à discuter de ce qui se passera pour la fin de son contrat. Donc je pense qu'il veut vraiment prendre le temps. Je pense que vraiment dans sa tête, lui, il jouera le coup à fond et que ce sera moins perturbant pour Lille que Garcia à Lyon. Il y a deux éléments qui, à mon avis, empêchent Christophe Galtier d'échanger dès aujourd'hui pour finalement une éventuelle prolongation de contrat. C'est d'abord, tu l'as dit, c'est qu'il veut certainement ne pas parasiter finalement sa fin de saison avec des négociations en interne, ça c'est clair. Et ensuite, il attend aussi certainement de savoir quelle va être la vraie stratégie du club par rapport au prochain mercato. On a évoqué il y a une quinzaine de jours ici avec Julien les risques par rapport aux obligations de remboursement que pourra avoir le club, donc de revendre une bonne partie des joueurs majeurs. Il est évident que si le club doit se séparer, doit s'affaiblir sportivement, il est peu probable que Christophe Galtier puisse s'investir dans un nouveau projet au LOSC. Ça paraît évident. Georges, toi qui es notre spécialiste, est-ce pronostic? Alors, on va en revenir, je pense, à la dernière victoire du LOSC au PSG, c'était il y a 25 ans. Donc, à l'époque, Baptiste était un concept. Voilà. J'y étais personnellement. Donc, on va dire en hommage, comme à l'époque, victoire 1-0 avec un Navas contre son camp. À l'époque, c'était Lama, voilà. Tout à fait. Pour les plus anciens, c'était 1-0, but de Colo avec un prendage de but à la con par Bernard Lama, selon les Guignols de Canal+. Notre podcast sera disponible pendant extrêmement longtemps sur la chaîne YouTube du Bistrot d'Allez le LOSC. Vous pouvez le voir également sur le groupe Facebook. Vous aurez le résumé cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez liker, transférer, porter la bonne parole du Bistrot à tous vos amis des réseaux sociaux.